Bon, je voudrais introduire un autre thème, et celui du discours de haine, qui est souvent lié aux fake news et à la désinformation. Et l'association Carta di Roma et OIM, le Bureau pour la Méditerranée, insiste beaucoup sur l'importance des termes et sur le poids des mots pour promouvoir aussi une prise de conscience du discours de haine et des risques qu'il pose pour les sociétés, pour la démocratie ainsi que pour les individus, évidemment. Carta di Rome en particulier a comme but la promotion d'une information correcte sur l'immigration. Et dans ce contexte, aujourd'hui, la propagation du discours de haine est vraiment très, très préoccupante. Nabila Ramdani, je voudrais vous poser une question, c'est vraiment une grande question, je pense. Cela a été toujours une grande question, le rôle et la responsabilité des journalistes, en particulier dans la promotion d'une information correcte sur l'immigration. Tout d'abord, merci beaucoup, Anna, pour votre invitation, ainsi qu'à l'association Carta di Roma et à l'Organisation internationale pour l'immigration de me donner la parole aujourd'hui dans le cadre de la Journée internationale de la presse. Je pense que la première chose à dire est que le journalisme est en fin de compte une question de langage et une question d'image. Et les deux sont utilisés en principe pour rapporter la vérité. Et malheureusement, le langage est très facilement manipulé et les images peuvent également être déformées pour présenter un faux récit. Et c'est pour ça que toutes les précautions nécessaires doivent être prises à tout moment. Et je pense que la Journée internationale de la presse est le moment idéal pour discuter de l'importance de bien faire les choses dans le cadre de reportages. Lorsque les journalistes ou les médias se trompent, ce sont des gens qui en souffrent directement. Donc un travail bâclé et non professionnel nuit aux personnes, surtout les plus vulnérables. Pire encore, lorsqu'un travail est délibérément malveillant, ça peut causer encore plus de dégâts. Et j'ai couvert de nombreuses fois l'actualité liée à l'immigration en France, notamment autour de Calais, où des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants ordinaires étaient souvent diabolisés. Et donc, pour répondre directement à votre question, Anna, je pense que la clé pour bien faire les choses est de vérifier, de recouper les informations, de ne jamais rien prendre pour argent comptant ou pour acquis. Et je pense que nous, en tant que journalistes, devons vérifier la véracité des sources et être conscients du langage que nous utilisons et du contexte dans lequel il est rapporté. Alors oui, en effet, il existe déjà une prise de conscience généralisée de l'importance d'un reportage précis. Cela dit, certains de nos collègues continuent d'imprimer ou de diffuser des mythes et des informations erronées sur les migrants, les réfugiés et les demandeurs d'asile. Et il y a souvent des commentaires inexacts qui accroissent la confusion et qui engendrent les préjugés. Je me souviens, il y a quelques années, d'informations selon lesquelles les réfugiés auraient été à l'origine, par exemple, de viols collectifs en Allemagne le soir du Nouvel An. Et ce récit avait été lancé par des sources d'extrême droite, mais il n'y avait eu aucune donnée cohérente pour étayer ces affirmations au-delà d'anecdotes vraiment très faibles. Et malgré tout, le fait que ces revendications ont été démystifiées, on entendait toujours parler de viols en masse commis par des réfugiés, comme si tout cela s'était réellement passé. Et une fois qu'une série de mensonges est rapportée avec conviction, ils ont tendance à rester en place et à rester ancrés. Et les normes professionnelles et éthiques du journalisme s'étendent également au reportage sur les réfugiés, les demandeurs d'asile en tant qu'êtres humains et pas simplement en tant que statistiques. Donc, il est tellement important d'aller sur le terrain et de rencontrer les personnes sur lesquelles vous écrivez ou sur lesquelles vous diffusez. Pour donner des exemples concrets, celui de Calais et celui de Cologne en Allemagne. Je couvre la situation à Calais depuis de nombreuses années et c'est une étude de cas classique sur la façon dont les réfugiés sont diabolisés. Tout a commencé en 1999, il y a 23 ans, lors de l'ouverture du camp de réfugiés de la Croix-Rouge à Sangatte. Le camp,
a naturellement attiré des milliers de demandeurs d'asile potentiels qui voulaient construire une vie meilleure en Grande-Bretagne. Ce n'était pas parce que la Grande-Bretagne est considérée comme une cible facile, avec de nombreux avantages gratuits offerts aux nouveaux arrivants, c'est parce que beaucoup de ces personnes déplacées parlent bien anglais et avaient des liens familiaux avec le Royaume-Uni. Et c'était toujours mon expérience lorsque je parlais longuement avec ces demandeurs d'asile potentiels. L'ONU a régulièrement confirmé que les demandeurs d'asile de Calais venaient de pays ravagés par la guerre, de pays comme l'Afghanistan, l'Irak ou la Syrie, souvent des guerres causées par les pays occidentaux d'ailleurs. Mais le mythe perverse était que les demandeurs d'asile n'étaient que des opportunistes qui cherchaient de l'argent et un logement gratuit en Grande-Bretagne. Et une façon classique de parvenir à construire ce mythe était de les appeler des immigrants économiques plutôt que des réfugiés. Donc, c'est assez cynique, mais c'est quand même très courant. Mais la vérité, c'est que tout le monde est un agent économique, d'une manière ou d'une autre. Que vous fuyez une zone de guerre ou un pays pauvre plein de corruption, vous cherchez toujours de manière légitime à améliorer votre situation économique. C'est le cas de tout le monde. On essaye tous d'améliorer notre situation économique. Maintenant, il y a toutes sortes de tactiques qui ont été utilisées pour tenter de diaboliser les réfugiés de Calais. Un exemple classique, par exemple, c'est la façon d'appeler le camp principal qui est devenu connu sous le nom de la jungle. L'implication, bien sûr, c'est c'est un camp qui était plein de sauvages, voire même d'animaux sauvages, et c'est un autre exemple qui montre la façon dont le langage est utilisé pour en fait déshumaniser les gens. Et l'accent a été mis également sur le fait que les camps, étaient remplis de jeunes hommes. Encore une fois, lorsque je parlais à ces jeunes hommes, beaucoup d'entre eux avaient laissé des femmes, des sœurs, des filles derrière eux dans leur pays d'origine, tout en expérimentant le processus très dangereux et difficile pour essayer de s'installer dans un pays à des milliers de kilomètres de chez eux. Donc, naturellement, ils font ensuite venir leur famille. Plus tard, c'est tout à fait normal. Mais on voit que comme l'utilisation du mot jungle, le racisme est aussi régulièrement mélangé à des discussions plus larges sur les immigrants. Et du coup, les hommes basanés ne sont pas intrinsèquement misogynes ou brutaux, pas plus que les hommes blancs, et ils ne sont certainement, ils sont tout aussi susceptibles d'être des citoyens pacifiques avec des valeurs familiales autant que leurs homologues d'autres héritages religieux et culturels. Mais ça n'a pas empêché des groupes d'extrême droite et même des agitateurs traditionnels de diffuser ce genre de propagande. Brièvement, j'aimerais aussi parler de l'exemple de l'affaire du viol du Nouvel An en Allemagne à partir de 2016, où on a vu des demi-vérités utilisées pour répandre la haine et la violence. Donc les mythes portés sur des femmes blanches, soi-disant violées à Cologne par des hommes blancs, par des hommes à la peau foncée justement, et qui impliquaient des envahisseurs en quelque sorte basanés qui soi-disant menaçaient la civilisation européenne. Et ça faisait suite à des allégations de crimes sexuels multiples contre des femmes autour de la gare de la ville de Cologne le soir du Nouvel An, lorsque des réfugiés ont été accusés. Donc tout ça, ça a permis à ceux qui promouvent des théories du complot de décrire leurs fantasmes racistes en fait, les plus flagrants, en peignant une image de musulmans basanés, démoniaques, qui fuyaient des zones de guerre pour souiller la féminité européenne blanche. Il n'y avait pas besoin de procès, pas besoin de preuves, et ça n'a pas empêché de nombreux médias qui avaient décidé que des sauvages en maraude avaient tout planifié sur Internet et qu'ils étaient tous coupables sans procès. Sauf que j'ai appelé le procureur de Cologne qui a complètement démenti cette théorie raciste
et qui a officiellement confirmé que les réfugiés n'avaient rien à voir dans ces viols. Mais ça en dit long quand même, parce que la construction de l'image du réfugié comme violeur, elle a déjà été utilisée à travers l'histoire pour diaboliser certaines catégories. Et l'idée que vous allez appliquer des caractéristiques effrayantes, en fait, à ceux que vous considérez comme des ennemis politiques, elle est aussi très présente dans l'histoire. Dans les années 1930, les ennemis perçus du Troisième Reich allemand étaient décrits comme des Untermenschen, un peuple inférieur qui menaçait la culture européenne. Et ça, c'était avant que 11 000 personnes ne soient assassinées, 11 millions pendant l'Holocauste par des nazis ariens qui se disaient d'une race pure. Donc vous comprenez que pourquoi les journalistes ont une responsabilité particulièrement importante dans l'utilisation non seulement du langage, mais aussi des représentations pour couvrir ces thèmes humains de manière factuelle et précise, et des thèmes notamment comme ceux de la migration, par exemple. On a vu d'ailleurs les mêmes dynamiques, par exemple au Rwanda pendant le génocide, quand les médias étaient utilisés justement pour promouvoir la haine. On les avait appelés les médias de la haine, et d'une façon différente, mais quand même les mêmes dynamiques et le même langage a été utilisé, par exemple ici en Italie, surtout dans les années où il y avait des milliers de personnes qui arrivaient sur les côtes de l'Italie du Sud. Mais une autre grande question pour Nabila, mais comment alors garantir la liberté d'expression qui est évidemment essentielle et incontournable, et en même temps protéger les droits humains, notamment des migrants, mais pas uniquement des migrants, et lutter contre les discriminations? Je pense que protéger la liberté d'expression est très simple si on s'en tient simplement à la loi. Tout le monde est autorisé à avoir des opinions radicales sur l'immigration, par exemple, tant qu'elles sont exprimées dans le cadre de la loi, c'est-à-dire sans discours de haine ou de discours qui pourraient inciter à la violence ou autre. En France, par exemple, on remarque malheureusement que que des hommes comme Éric Zemmour, qui était candidat d'extrême droite à la présidentielle récemment, se retrouvent avec des condamnations pénales pour leurs discours tout à fait ignobles. Donc, ils sont punis par la loi, mais souvent, ça n'est pas assez, car ils acceptent leur condamnation et ils continuent avec leur discours raciste comme auparavant. C'était exactement la même chose avec Jean-Marie Le Pen, l'ancien leader du parti d'extrême droite du Front National, pendant des années. Il a reçu des condamnations pénales pour une série de crimes, y compris la négation de l'Holocauste, mais cela n'a pas du tout nui à sa carrière politique. Donc, à mon sens, il y a un changement culturel qui s'impose, surtout dans des sociétés qui se disent démocrates et civilisées. Et en ce qui concerne ces condamnations pénales, pour prendre un autre exemple, à l'heure actuelle, il est acceptable d'être un homme politique de droite, comme Nicolas Sarkozy, par exemple, avec des condamnations pénales pour fraude financière, des tentatives de corruption d'un juge. Oui, Sarkozy fait appel, mais les preuves contre lui sont plus que probantes. Pourtant, il est toujours traité avec dignité et respect par beaucoup, y compris par l'actuel président de la République française, Emmanuel Macron. Et c'est exactement la même chose avec l'extrême droite. Zemmour est toujours très populaire et il fera sans doute un retour sur les chaînes de télévision grand public comme la chaîne CNews sur laquelle il s'exprime continuellement pour déverser à nouveau sa haine. Plus tôt cette année, un tribunal de Paris a jugé qu'il était coupable de haine raciste pour ses propos sur une chaîne télé concernant les enfants migrants non accompagnés. Il avait dit que tous ces enfants migrants étaient je cite, des voleurs, des tueurs, des violeurs, c'est tout ce qu'ils sont et nous devrions les renvoyer d'où ils viennent. Le tribunal lui a infligé une amende de 10 000 €, mais il faut quand même noter que c'est un journaliste qui est récidiviste et qu'il est auteur de 2 autres condamnations antérieures pour des discours de haine, et il a aussi fait l'objet de 16 enquêtes au total pour propos incendiaires sur l'immigration et sur l'islam.
En 2011, par exemple, il avait déjà été condamné à 10 000 euros pour avoir affirmé à la télévision que la plupart des trafiquants de drogue sont noirs et arabes. En 2018, il avait été condamné à payer 3 000 euros pour des propos sur une invasion musulmane de la France. Il a été aussi reconnu coupable de déni de crimes contre l'humanité, après qu'il ait affirmé en 2016 que Philippe Pétain, qui était le dirigeant du gouvernement de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale en France, en collaboration avec l'Allemagne nazie, que Philippe Pétain avait sauvé en fait des Juifs français. Donc ça va vraiment à contre-courant de toutes les preuves historiques. Donc Zemmour, par exemple, est un exemple classique dont la façon dont le langage raciste est entré dans le courant dominant et qu'il est maintenant accepté par beaucoup. Et à mon sens, ça constitue une véritable crise de la liberté d'expression. Une crise dans laquelle... Merci, merci Nabil.